Bonjour, aujourd'hui l'exposé portera sur De Gaulle et la France libre. Il sera présenté par moi-même, Cindy Alco et Chris Middleton. Au sommaire, une introduction où nous aborderons le sujet de la France libre. En grand 1, la naissance d'un État. Petit a, un chef, le général De Gaulle. En B, les bases politiques. Grand 2, les forces françaises libres. Petit a, les premiers ralliements individuels ou collectifs. Petit b, les ralliements de l'Empire. Et pour finir, une conclusion. Alors pour l'introduction, ça portera sur la France libre. La France libre, c'est quoi? Cela désigne le mouvement créé par le général de Gaulle à l'occasion de son appel lancé sur les ondes de la BBC à Londres le 18 juin 1940. Un appel au rassemblement hors de France de volontaires qui s'engagent à poursuivre la lutte sous ses ordres, aux côtés de l'Angleterre. Alors que le maréchal Pétain appelle de son côté l'armée française à cesser le combat. Géographiquement dépendant de la France libre, tous les volontaires français et étrangers qui ont gagné Londres et les territoires alliés au général de Gaulle, ainsi qu'en France occupée, les réseaux reconnus France libre. Grand 1, la naissance d'un État. A, un chef, le général de Gaulle. Le général de Gaulle, chef de corps du 507e régiment de chars de combat à la déclaration de la guerre, le colonel de Gaulle est chargé en avril-mai 1940 de former puis de commander la 4e division cuirassée. À la tête de cette division, il se distingue lors des combats de Montacornet-Est le 17 mai 1940, puis dans la Somme où il remporte un des rares succès de l'armée française durant l'offensive allemande de mai et juin 1940. Par ailleurs écrivain militaire, visionnaire et non conformiste, il est reconnu comme un théoricien de l'arme blindée. Promu général de brigade à titre temporaire le 5 juin 1940, il est nommé sous-secrétaire d'État à la Défense nationale dans le gouvernement de Paul Reynon et se retrouve confronté au défaitisme du maréchal Pétain, du général Weygand et des ministres et s'oppose aux partisans de l'armistice. Le 16 juin 1940, le général de Gaulle est de retour d'un voyage à Londres alors que la formation d'un gouvernement formé par le maréchal Pétain se profile. Décidé à poursuivre le combat malgré tout, il repart seul pour Londres dès le lendemain et rentre en dissidence. Le Premier ministre britannique Winston Churchill lui accorde son soutien et l'autorise à s'exprimer dès le soir du 18 juin sur les ondes de la BBC pour s'adresser au peuple français. Le général de Gaulle est reconnu comme chef des Français libres par le Premier ministre britannique Winston Churchill le 28 juin 1940. Rapidement, la France libre se dote d'un gouvernement, d'une administration, de territoires, d'une armée, d'une représentation diplomatique distincte de ceux de l'État français. L'accord Churchill-de Gaulle du 7 août 1940 met en forme la déclaration du 28 juin, officialise l'existence de la France libre et de son chef aux yeux du gouvernement britannique et donne à la France libre ses assises administratives et financières. Le général est à la tête des troupes françaises, mais il déclare accepter les directives du haut commandement britannique et surtout il dépend financièrement du pays qui l'héberge. René Cassin, éminent professeur de droit rallié dès le 29 juin 1940 au général, établit des bases juridiques qui sont concrétisées par la publication d'un bulletin officiel de la France libre qui paraît le 15 août 1940. C'est ensuite dans le journal officiel de la France libre que chaque mois, à partir de janvier 1940, sont publiées les lois et décrets organisant la France libre. Alors bonjour, moi aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie qui est les forces françaises. A. Les premiers éléments individuels ou collectifs. En août 1940, les FFL comptent seulement 3200 hommes dans la marine, 3000 dans l'armée de terre et environ 300 dans l'armée de l'air. Peu veulent en effet se risquer dans une aventure dont l'issue est, en cette année 1940, plus qu'incertaine. La majorité des militaires et des diplomates préfèrent rester dans la légalité
alors même qu'il reprouve la politique menée par le maréchal Pétain. En 1941 et en 1942 sont des années creuses alors qu'une reprise s'opère à partir de novembre 1942. La donne ayant changé car la victoire des Alliés semble désormais inéluctable, les Allemands ont envahi la zone libre. La flotte française s'est sabordée à Toulon. La fusion des armées de Gaulle et Giraud, commandant civil et militaire en Afrique du Nord, le 1er août 1943 permit à quelques volontaires supplémentaires d'opter pour la France libre, avant cette date butoir. Les autres faisant le choix de rester dans les rangs de l'armée d'Afrique fidèle à Vichy jusqu'en novembre 1942. Le nombre total rallié à la France libre est relativement modeste, puisqu'il figure entre 52 000 et 55 000 selon les sources. Toutes les catégories confondues, militaires, civils, femmes, mineurs, étrangers, essentiellement espagnols, polonais, belges, russes, britanniques, mais également quelques Allemands, Autrichiens et Italiens, ce chiffre peut être majoré si l'on inclut la totalité des ralliés des colonies difficiles à identifier et recenser. Au moment de leur ralliement, tous les volontaires signent un acte d'engagement pour la durée de la guerre. B. Les ralliements de l'Empire. Les ralliements successifs de différents territoires de colonies de l'Empire confèrent au chef de la France libre une souveraineté territoriale indispensable et réservoir d'hommes pour son armée. Les nouvelles hybrides, les établissements français des Indes, les établissements français d'Océanie et de la Nouvelle-Calédonie, territoires lointains dont les intérêts sont liés à ceux de l'Angleterre, se rallient dès les premières heures entre juin et septembre 1940. Alors que l'Afrique occidentale française reste fidèle à Vichy, l'Afrique équatoriale française choisit majoritairement la France libre, le Tchad et le Congo. Il convient de rajouter le Cameroun qui rallie dès cette époque, puis jusqu'en 1943 rejoindront le Liban, la Syrie, Saint-Pierre et Miquelon, les Antilles, Madagascar, la Réunion et la Guyane. Conclusion. Bien que l'appel du 10 juin ait été peu entendu et, bien que constitué d'à peine 60 000 hommes et femmes et dirigé par un général de brigade à titre temporaire inconnu du peuple français, la France libre n'est pas au moins un mouvement politique et militaire remarquable, qui a difficilement, mais néanmoins, obtenu une reconnaissance internationale, mené des combats victorieux sur de nombreux territoires jusqu'à la libération et ouvert la voie à la 4ème République.